Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un sujet dont j'ai déjà parlé à 2-3 reprises mais pas de manière vraiment très concentrée. Je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo que c'est vraiment des réflexions. Je suis pas gynéco, je suis pas élève en médecine. Je pense pas non plus que ce soit des saints Graal qui font que... Enfin qui fassent que... Enfin, je sais pas, je pense pas qu'on soit nécessairement obligé d'avoir fait des études de médecine, d'être gynéco pour avoir son mot à dire sur la question, loin de là. Si je pensais ça, ce serait un peu paradoxal avec la suite de cette vidéo, mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il y a quand même des connaissances, et je ne prétends pas du tout avoir toutes les connaissances en médecine sur ça, c'est pas du tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, c'est plutôt des pistes de réflexion, c'est des conclusions que j'ai tirées pour moi-même, personnellement, d'études, de témoignages, de différentes sources d'informations que j'ai pu trouver en ligne, mais c'est également aussi tout simplement un ressenti personnel, une sorte d'instinct que j'ai un petit peu envie de suivre et quelque chose qu'il me semble important de suivre lorsqu'il s'agit de son corps et de sa santé. Mais libre à vous de ne pas être d'accord. En fait, cette vidéo a été plus ou moins provoquée par une tribune que j'ai lue, qui a été publiée ou qui est parue sur libération.fr. Elle sera liée en barre d'infos. Et qui m'a vraiment donné envie de parler de cette idée-là. Et quelque chose également qui m'a donné envie d'en parler, c'est quelque chose dont je reparlerai dans une vidéo qui sera totalement dédiée, c'est qu'en lisant l'orientalisme, il y a vraiment eu cette idée, bon, qui n'est pas non plus nouvelle et transcendante, mais qui était vraiment exprimée à plusieurs reprises, que le pouvoir, c'est du savoir. Le savoir, c'est du pouvoir. Avoir des connaissances sur quelque chose, c'est contrôler ce quelque chose, et que de tout temps, on a voulu étudier, référencer, avoir des tas de connaissances sur certaines personnes, sur certains peuples, etc. pour mieux les connaître, mais surtout pour mieux les contrôler. Donc bon bref, tout ça c'est un petit peu mélangé, m'a donné envie de vous faire cette vidéo sur le fait que la médecine, à mon sens, est trop souvent utilisée en fait comme un outil de contrôle et non pas comme ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire un soin, une aide, une manière de pallier aux douleurs et aux problèmes des gens. Alors, on pourrait d'ailleurs rajouter une dimension raciste ou raciale, si vous préférez, à cet exposé-là. Je ne le ferai pas parce que je me sens pas encore vraiment compétente pour parler de ça, mais je vous encourage à vous informer sur la question. Et il y a d'autres collectifs et d'autres femmes qui parlent de ces violences qui peuvent être subies par les femmes noires, les femmes arabes, les femmes maghrébines, indiennes, asiatiques, lorsqu'il s'agit de médecine. Alors ce dont j'ai vraiment envie de vous parler dans cette vidéo, c'est le fait que lorsque les femmes essaient de réclamer un petit peu leur corps, de reclaim their bodies and reclaim le contrôle, la connaissance sur ça, ça passe très mal. J'en avais déjà parlé lorsque j'avais fait une vidéo sur la pilule. Alors la pilule, c'est vraiment, si vous préférez, le moyen de contraception qui nous est le plus proposé, qui semble le plus normal, le plus pratique, le plus efficace. C'est le moyen de contraception qui est proposé le plus fréquemment lorsque vous avez un contrôle, enfin vous avez un rendez-vous avec un gynéco, avec un médecin généraliste, lorsque vous allez au planning familial. Bon, il vous propose également bien sûr un préservatif parce que la pilule ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles, mais la pilule, ça s'impose un petit peu comme la référence, si vous préférez. Lorsque l'on vous propose même d'autres alternatives, ce sont toujours ou en général des alternatives qui restent médicamenteuses, qui restent avec des hormones de synthèse. Et les autres méthodes en fait sont soit peu médiatisées ou soit peu proposées, soit carrément déconseillées si l'on est jeune, si l'on n'a pas eu d'enfant. Il y en a même qui sont carrément presque entre guillemets refusées, mais enfin, je sais pas pourquoi j'ai entre guillemets parce qu'elles sont souvent refusées. Par exemple la ligature des trompes, c'est une opération, certes c'est une contraception définitive, mais quoique pas entièrement à 100% définitive, mais effectivement je suis pas en train de vous dire que c'est quelque chose que la majorité des femmes choisiraient si on leur en donnait la possibilité ou si on en parlait plus. Ce que je veux dire c'est que lorsqu'une femme fait ce choix, en fait on essaye fortement de l'en dissuader, alors qu'elle a quand même le droit de maîtriser son corps comme elle le souhaite. Lorsque l'on parle de méthodes de contraception qui ne sont pas vraiment des contraceptions mais qui sont plutôt de l'ordre de traquer son cycle, de bien se connaître et de n'avoir des rapports sexuellement protégés que dans les jours qui sont verts où l'on n'est pas fertile ou comme vous voudrez l'appeler, et les autres jours d'utiliser un préservatif, c'est très très mal vu, alors qu'en réalité de nombreuses études ont montré que ces petites machines ont le même taux de fiabilité et de réussite que la pilule.
par exemple. Donc ça, pour moi, c'est l'un des premiers aspects de ce contrôle du médical sur le corps féminin. L'un des deuxièmes aspects, c'est le gynéco. Alors, en fait, premièrement, il est presque normal que lorsque vous alliez chez le gynéco, vous soyez confronté ou soumise à un examen gynécologique qui en général est un frottis, un toucher vaginal et une palpation des seins. Alors que par exemple la palpation des seins est relativement peu utile et souvent pratiquée sur des femmes qui sont trop jeunes pour avoir développé des cancers du sein. Bien sûr, ne me sortez pas l'exception qui confirme la règle, enfin voilà. Alors qu'en réalité, vous avez le droit de refuser tout examen vaginal, tout frottis, lors de votre premier rendez-vous, ou même pas de votre premier rendez-vous. En tout cas, il est totalement... il n'est pas si pertinent que ça d'avoir un frottis ou un toucher vaginal lors de votre premier rendez-vous chez la gynéco, si vous y allez quand vous êtes jeune, si vous y allez quand vous avez moins de 25 ans, ou si vous y allez juste pour vous faire prescrire un moyen de contraception. Le problème, c'est que très souvent, les gynécos en fait le présentent comme quelque chose d'absolument normal auquel on ne peut pas échapper, et la plupart des femmes n'osent pas remettre en cause la parole d'un professionnel de santé, et surtout pas ce professionnel de santé là, parce que l'on est quand même dans une situation un petit peu vulnérable, un petit peu particulière, où très souvent par exemple on va devoir se mettre totalement nu alors que ce n'est pas quelque chose qui est forcément nécessaire. On va en France toujours presque être dans cette position très typique que tout le monde voit, où on est sur le dos et on a les jambes dans les étriers, alors que dans d'autres pays on a réussi à développer des positions différentes sur le côté, par exemple avec les jambes repliées pour faire des touchés vaginaux, ce qui est quand même beaucoup plus agréable et je sais pas, juste mieux. Je pense que tout le monde comprend où je veux en venir. L'existence même en fait des gynécos, c'est quelque chose qui est plus ou moins en train d'être discuté, dans le sens où de nombreuses études, de nombreux professionnels de santé, de plus en plus en tout cas, même si effectivement ce n'est pas la majorité, mais de plus en plus on voit apparaître des gens qui disent que c'est pas forcément en fait quelque chose qui est totalement justifié, que des sages-femmes ou des médecins généralistes sont à même de faire ce qui est nécessaire, que une personne qui serait asymptomatique, qui ne présente aucun symptôme, qui n'a jamais eu d'antécédent, qui n'a pas de douleur, qui n'a aucun problème, en réalité beaucoup de professionnels de santé et beaucoup d'études montrent qu'il ne serait pas nécessaire en fait d'avoir tout simplement des rendez-vous gynécologiques. C'est quelque chose qui fait beaucoup polémique, qui fait beaucoup grincer des dents, qui fait même plus que grincer des dents, parce que les gens peuvent réagir très très violemment à ça. Donc je ne suis pas ici en train de vous dire arrêtez d'aller voir votre gynéco, n'allez pas chez le gynéco, c'est pas ça du tout. Chacun fait ce qu'il veut, vous êtes responsable de vous-même. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est une parole qui se fait de plus en plus entendre et qu'on doit l'écouter y accorder un certain intérêt, et qu'à mon sens elle me semble plutôt pertinente, et j'aurais tendance à penser la même chose, mais ce n'est que mon avis. Autre chose, c'est que cet examen annuel, qui ensuite devient... cet examen qui se fait tous les 3 ans, donc pas du tout annuel, je sais pas pourquoi j'étais partie sur annuel. Par exemple en Belgique, c'est un examen qui se fait tous les 5 ans. Donc la fréquence même de cet examen gynécologique varie selon les pays, ce qui laisse à penser qu'il y a peut-être des possibilités, ou en tout cas c'est pas totalement impossible qu'il soit non justifié ou qu'il soit trop fréquent. En tout cas, c'est bien mon avis. Autre chose qui me semble très important de préciser, c'est que par contre là il y a un énorme consensus dans le corps médical pour dire que un examen gynécologique, sauf si vous avez effectivement un problème ou quelque chose qui ne va pas, avant 25 ans, n'est absolument pas nécessaire, pertinent, requis. Mais on remarque très souvent dans beaucoup de familles, dans la société en général, sur internet, quelque chose qui revient assez fréquemment, c'est qu'on vous conseille d'y aller à partir du moment où vous commencez à être sexuellement active, ou alors dès que vous avez même parfois vos règles. Et en fait ça c'est fortement... pour moi, je pense que c'est très révélateur d'une société où à partir du moment où le corps féminin rentre dans la puberté, où le corps féminin devient sexuellement actif avec autrui, il faut qu'il soit soumis à une forme de contrôle, à une forme de référencement médical. Ce qui moi me pose problème. Alors, la tribune dans Libération, qui m'a un petit peu décidé à faire cette vidéo, elle est assez révélatrice également de l'impossibilité ou de l'incapacité d'une certaine partie de la population, même éduquée, même informée, ou en tout cas d'un refus, parce que ça peut aussi être ça, l'orage, de penser l'autonomie féminine.
C'est-à-dire que la tribune présente, en l'occurrence, vous la lirez si vous voulez, le retour au naturel comme étant une réaction logique et non justifiée, conditionnée par des faiseurs de peur, c'est-à-dire ces faiseurs de peur qui vous informent sur les chocs toxiques liés aux tampons, sur les produits chimiques dans vos serviettes hygiéniques, sur les désagréments, les conséquences néfastes que la pilule a sur notre corps. Donc ces gens-là, ces gens qui font des recherches, qui lancent des alertes, etc., sont qualifiés comme faiseurs de peur, et les femmes qui s'y intéressent et décident de se tourner vers des méthodes alternatives, eh bien on considère qu'en fait elles ont juste peur et que c'est pas du tout un choix éclairé, un choix qui leur appartient et qui peut s'expliquer par des faits et des choses tout à fait logiques et tangibles. Alors, il leur paraît du coup impossible que les femmes se réapproprient leur corps, car elles le souhaitent, parce qu'elles veulent mieux le connaître, parce qu'elles veulent mieux pouvoir le contrôler, être plus en charge de leur cycle, de leur fertilité, peut-être vraiment retrouver leur corps et ne sortir d'un cycle totalement artificiel avec la pilule, par exemple. Ce qui les gêne aussi beaucoup, je pense, c'est qu'elles soient dépositaires, détentrices et même productrices de savoir, de connaissances et de méthodes jugées alternatives. Par exemple, se palper pour sentir sa glaire vaginale, traquer son cycle comme je l'ai dit, peut-être même mettre plus la responsabilité entre guillemets sur le partenaire au niveau de la contraception. Donc ils imputent ce retour au naturel à la religion et à un retour en arrière, une sorte de régression qui serait opposée à la libéralisation, à la libération du corps féminin. Ce qui est extrêmement, à mon sens, pervers et problématique dans ces rhétoriques qui sont bien rodées, hein, et celles que l'on retrouve du coup dans cette tribune, c'est qu'en fait ils opposent les femmes d'aujourd'hui à les féministes d'antan, celles qui se sont battues pour le droit à la contraception, celles qui se sont battues pour la liberté sexuelle, celles qui se sont battues pour la pilule. Le fait que nous, avec nos nouvelles connaissances, notre nouveau contexte, nos nouvelles revendications et j'ai envie de dire notre nouvelle conscience du monde et peut-être un rapport différent à la nature, un rapport différent à notre corps même, le capitalisme, enfin beaucoup de choses, le fait que nous, on se décide à peut-être se détourner de la pilule, à peut-être aller moins voir le gynéco, eh bien ce serait pour eux une sorte de trahison vis-à-vis de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères qui se sont battues pour qu'on ait ces droits-là. Donc c'est vraiment un système que l'on remarque assez souvent et qui m'a vraiment fait penser à ce que l'on a observé lors du mouvement MeToo. On a eu tout un élan qui était de dire que c'était un retour à une forme de pudibonderie, de pruderie, de bienséance, de politiquement correct, alors que par exemple mai 68 s'était battu pour la libération sexuelle, que maintenant on pouvait plus draguer, et que en fait les féministes d'aujourd'hui étaient contre les féministes d'antan parce qu'elles osaient poser des limites à l'hypersexualisation du corps féminin et au rapport homme-femme, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est assez fréquent lorsque des femmes en fait cherchent à se diriger vers des méthodes alternatives, des méthodes qui ne sont pas placées dans ce système extrêmement masculin, pour ne pas dire patriarcal. Eh bien on dit que soit c'est un retour en arrière, une régression, alors que non, c'est juste une méthode différente. Ça c'est aussi quelque chose de très fréquent en général. Même par exemple pour le véganisme, vous avez ces gens qui vont vous dire qu'on ne va pas revenir des années en arrière à brouter de l'herbe, etc. Ou même le zéro déchet. C'est vraiment quelque chose qui revient assez fréquemment dans notre société. Je trouve que c'est l'incapacité de penser la différence et l'alternative comme quelque chose du futur, comme quelque chose qui ne revient pas forcément à l'ancien. Il faut sortir de cette binarité maintenant et avant. Il existe plusieurs routes qui ne sont pas forcément à des moments chronologiques ou temporels différents. Oh là là. Donc les femmes, je pense qu'elles ont désormais, mais elles l'ont toujours eu, mais on a des connaissances différentes, on apprend des expériences passées et on apprend grâce à l'héritage et aux luttes des femmes qui étaient avant nous, bien sûr, mais on a maintenant, je pense, beaucoup plus envie de connaître notre corps, on se rend compte que l'on est totalement dépendante de corps médicaux qui ne sont pas toujours tendres avec nous, qui ne sont pas toujours transparents avec nous, et on se rend compte que ces tampons, ces serviettes,
que ces pilules, que même ces stérilés ne sont pas forcément des choses bonnes pour nous et qu'on a envie de retourner à naturel et peut-être effectivement de n'être pas sexuellement disponible aussi fréquemment si on est dans des méthodes de contraception plus naturelles, peut-être d'imposer un préservatif à notre partenaire si on est dans des relations hétérosexuelles. Mais bon bref, ça demande une refonte un petit peu, j'ai envie de dire, de repenser beaucoup de choses, mais ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas une trahison et un déni ou un reniement de ce que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos tantes, qui vous voulez, ont fait. Loin de là, c'est nous qui continuons notre propre chemin et je pense qu'il est important d'arrêter de toujours discréditer et décrédibiliser la parole des femmes lorsqu'il s'agit de leur corps. Nous avons une connaissance aussi, et ça c'est mon avis personnel, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'on connaît forcément mieux que les médecins, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais ce que je veux vous dire c'est que les femmes ont aussi une intuition, enfin n'importe quel individu, je pense, s'il est connecté, s'il est conscient, s'il est à l'écoute de son corps, on a aussi une intuition, une connaissance de notre propre corps qui doit être respectée, qui doit être entendue et qui en tout cas doit être prise en compte à mon sens de manière plus importante dans la médecine, même en général. Mais je pense que la gynécologie c'est vraiment quelque chose de très très important parce que c'est pour moi un petit peu absurde qu'il existe cette institution de la gynécologie qui n'est pas réellement au service des femmes à mon sens, qui n'est pas réellement dans la propagation et le partage de savoir, pas du tout, qui violente assez fréquemment quand même les violences gynécologiques et obstétriciennes sont assez obstétriciennes sont assez fréquentes, il y a beaucoup de témoignages sur ça, donc voilà, c'est quelque chose qui m'interroge, sans parler de l'avortement, sans parler par exemple aussi des conditions dans lesquelles ces examens peuvent se faire dans des milieux tels que le milieu carcéral, enfin bon bref, il y a beaucoup de choses aussi à rajouter, voilà, et j'avais très envie de vous en parler en vidéo, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'espère que ça vous aura aussi intéressé. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est longue, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter si jamais vous avez envie de voir ce que je poste de manière plus régulière. Si vous aimez ce genre de vidéos qui demandent un petit peu de préparation et voilà, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon si vous le souhaitez avec 1 € par mois. Peut-être que pour vous ça ne semble pas très important, mais en fait pour moi ça fait une énorme différence et ça m'aide beaucoup pour continuer à produire du contenu de qualité. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.